Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, on va parler des protocoles Covid pour le groupe IVF Life. Donc, je me présente, je suis le docteur Zined Mesky du groupe IVF Spain Madrid, aussi connu comme Procreatech Madrid. Je veux d'abord m'assurer que vous m'entendez bien et que il n'y a pas de problème de connexion. Donc, si vous pouvez m'écrire et me confirmer que tout le monde m'entend bien. Je vois qu'il y a déjà quelques participants, donc j'attends aussi que tout le monde puisse se joindre. Très bien. Merci de me dire qu'on m'entend bien, d'accord. Alors, n'oubliez pas que d'abord, je vais faire une petite présentation du webinaire et ensuite, vous avez l'option, avec le bouton questions-réponses, vous avez l'option de me poser toutes les questions que vous désirez et puis à la fin, on passera à la partie voilà, de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à écrire pendant que moi, je fais la présentation. Très bien. Alors, je vais commencer d'abord par faire un petit rappel de ce qui est le fameux Covid. C'est donc un virus qui appartient à une grande famille de virus qui s'appelle le coronavirus. Il y en a plusieurs. Alors, c'est une famille de virus qui peuvent causer des infections respiratoires qui peuvent aller d'un simple rhume jusqu'à des maladies un peu plus sévères, comme ce fut le cas du MERS, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ou le SARS, le syndrome respiratoire aigu sévère. Et là, concrètement, il s'agit du Covid-19, c'est comme ça qu'on appelle la maladie qui est la maladie dont le coronavirus est responsable. Et donc, c'est une nouvelle souche de coronavirus qui a vu le jour à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Donc, je voudrais aussi rappeler que jusqu'à présent, comme on a quand même assez de recul avec les patients chinois, ça fait quand même depuis le mois de décembre qu'ils souffrent de cette pandémie. Alors, je rappelle donc qu'il n'y a pas de transmission verticale de ce virus, c'est-à-dire qu'une femme enceinte ne va pas transmettre à l'enfant ce virus si elle est infectée, car le virus, à travers du placenta, ne pénètre pas dans l'embryon. Alors, c'est pour une simple raison, c'est que le virus a besoin de certains récepteurs afin de pénétrer dans des cellules. Alors, ces récepteurs sont des récepteurs à une enzyme de conversion qui sont présents dans des organes tels que le poumon, les reins et les glandes surrénales. Alors, c'est pour ça que chez l'embryon qui n'a pas encore tous ces organes bien développés, il n'arrive pas à traverser donc, la membrane des cellules et donc il n'y a pas de transmission de mère à enfant. Et donc, je profite aussi de l'occasion pour dire que même les gamètes, c'est-à-dire les ovules et les spermatozoïdes, ne présentent pas ces récepteurs et donc le virus n'arrive pas à pénétrer à l'intérieur de ces cellules. Donc, il n'y a pas non plus de risque d'avoir des ovules ou des spermatozoïdes contaminés. Même si le patient ou la patiente présente le virus, leurs gamètes ne vont pas avoir de virus à l'intérieur de leurs cellules. Aussi, durant ce webinaire, je vais surtout parler des protocoles que nous avons mis en place dans nos cliniques et surtout pour éviter le risque pour vous et aussi pour nous. Donc, il faut qu'on se protège mutuellement. Et donc, je vais vous en parler en détail par la suite. Et aussi savoir que on a quand même réussi à maintenir toutes nos cliniques ouvertes durant tout le confinement, car en Espagne, la loi ne nous a pas interdit de fermer, d'interrompre les activités des cliniques privées. Donc, c'est important de savoir que nous avons pu continuer nos activités avec le coronavirus. Et donc,
ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu un doute là sur ma ligne. C'est simplement que voilà, la seule étape qu'on a dû, quand il y a eu un patient infecté ou une patiente plutôt infectée, c'est la seule étape qu'on a dû interrompre durant tous les traitements qu'on a fait durant le confinement, c'est le transfert embryonnaire, surtout à cause des pics fébriles que puisse provoquer le Covid-19. Donc, même chez les femmes qui ont présenté des infections de coronavirus, on a pu faire tous les traitements de fertilité, de procréation médicalement assistée, sauf le transfert embryonnaire, car on a vu que la fièvre, c'est un facteur de risque d'échec d'implantation. Donc, on a vraiment pu faire les ponctions, les fécondations in vitro, tout le reste des traitements. Alors, si vous voulez, on commence par les diapositives. Donc, juste un petit rappel donc, du protocole qu'on a instauré au sein de nos cliniques. Alors, premièrement, le distancement, c'est vraiment ce qui va nous protéger, c'est-à-dire garder la distance de minimum 2 mètres entre le patient et le médecin au sein de la consultation. C'est vrai que nos consultations sont assez amples et on peut arriver à maintenir une conversation tout à fait normale avec une distance de 2 mètres. Donc, vraiment laisser maintenir cette distance réglementaire est fondamentale et il n'y a aucun problème vu qu'on a assez d'espace dans nos cliniques, d'accord? Alors, on passe à la suivante. Ça aussi, c'est important, c'est non seulement la distance, mais aussi le temps. C'est important de bien distancier dans le temps aussi, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, les rendez-vous pour que les patients ne coïncident pas tous en même temps dans les salles d'attente. Donc, il va falloir donner vraiment une assez grande marge de temps entre chaque rendez-vous et éviter vraiment que les patients puissent se croiser dans les couloirs ou dans les salles d'attente, dans les salles de bain, etc. Donc vraiment, ça aussi, c'est important de respecter, d'où aussi l'importance de la ponctualité. Donc, si vous venez physiquement et personnellement à votre rendez-vous, il est très important d'être ponctuel afin de pouvoir suivre notre rythme de rendez-vous et notre agenda. Alors, il y a aussi l'alternance entre les consultations, donc ça reprend un petit peu la même chose, c'est-à-dire que on ne va pas concentrer toutes les consultations dans le même jour, ni dans les mêmes salles de consultation, donc il va falloir vraiment alterner et respecter les temps et ce que j'ai dit auparavant, la distance spatio-temporelle. Alors, nous avons aussi mis en place des cloisons de protection ou des écrans, tout simplement, dans toutes nos réceptions, dans toutes nos cliniques. Donc, lorsque vous arrivez, vous n'allez pas être directement en contact avec notre hôtesse d'accueil ou notre réceptionniste. Il y aura toujours des cloisons de protection afin d'éviter les fameuses gouttelettes qui sont responsables de la contamination. Ça aussi, c'est très important de savoir que tout le personnel de la clinique va être testé régulièrement contre le Covid-19. C'est-à-dire qu'on va nous réaliser chaque 2 semaines, chaque 15 jours, un test sanguin pour savoir si l'on est porteur du virus, si l'on a déjà passé le virus et prendre des mesures si le cas est donné, c'est-à-dire si on a, en fonction des résultats de la sérologie, nous prendrons donc des mesures. Mais le fait d'être testé continuellement et régulièrement, c'est vraiment important car l'infection ou la contamination peut surgir à n'importe quel moment. Elle peut être au contact d'un patient ou entre collègues. Donc, c'est vraiment important de faire des tests continus. C'est ce qui va vraiment nous permettre de nous assurer que nous n'avons vraiment aucun risque de vous contaminer et de pouvoir maintenir notre activité de forme sûre et régulière.
ça aussi, c'est très important de savoir que chez nous, nous offrons de faire ce même test de coronavirus, de Covid-19, de forme gratuite pour tous les patients qui viennent à la clinique personnellement. Donc, cela va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle un Covid-free passeport ou certificat pour les voyages. Donc, c'est quelque chose, bien sûr, que nous avons mis en place. Après, les autorités sanitaires ou gouvernementales, ça va vraiment dépendre de ça aussi, si elles vont accepter notre certificat ou pas. Nous faisons tout pour pouvoir vous aider. Nous pouvons vous donner tous les moyens possibles, mais ce seront nos moyens. Après, au niveau international et gouvernemental, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, mais le fait de faire ce test de forme gratuite, je pense que vraiment ça va aider, ça va vous faciliter le déplacement et éviter peut-être même la quarantaine lors de vos voyages. Il y a aussi la possibilité de payer en ligne pour éviter toute manipulation de monnaie, d'argent, de contact entre le personnel, avec les mains. Donc vraiment tout ça, c'est pour vraiment faciliter et avoir une absence de contact absolue et éviter tous les risques. Donc vous avez la possibilité de payer en ligne. Et pour résumer un petit peu, donc nous offrons des solutions complète pour la détection du virus qui est à l'origine de la maladie donc, du Covid-19 en garantissant la sécurité de tous nos patients et de notre personnel. Donc, grâce à toutes les mesures dont je viens de vous parler, c'est vraiment ça qu'on essaie de vous procurer. Alors, il y a aussi différents types de tests. J'ai parlé du dépistage, de la sérologie, mais il y a aussi la PCR, ce qu'on appelle la PCR, la Polymerase Chain Reaction. Donc, c'est le fameux test qu'on fait avec des bâtonnets pour prélever au niveau nasal et aussi au niveau du pharynx, un petit échantillon. Et à partir de là, on va essayer de répliquer l'ADN du virus. Donc ça, c'est vraiment le test le plus fiable qui peut se faire dans certains cas lorsque, par exemple, les tests immunologiques, la sérologie est positive. Donc, il va falloir confirmer pour savoir si à ce moment-là, la personne est infectée ou si elle a déjà passé l'infection. Donc, c'est ça la PCR. Et donc, on a aussi la possibilité de faire la PCR dans certains de ces cas. Alors, voilà, c'est ce que je disais un petit peu, la différence entre la PCR et la sérologie. Alors, la sérologie, c'est une information sur le statut immunitaire du patient, les fameux anticorps, les IgG et les IgM, les immunoglobulines G et les immunoglobulines M. Alors, les immunoglobulines G, si elles sont positives, cela veut dire que le patient a déjà passé l'infection. Si les immunoglobulines M sont négatives. D'accord? Donc, une immunoglobuline G positive et une immunoglobuline M négative, ça veut dire qu'on a déjà passé l'infection et qu'on a eu une immunité acquise qui peut durer jusqu'à 6 mois environ. Mais si l'immunoglobuline M est positive, donc dans cet organigramme, c'est un peu plus facile de comprendre, c'est lorsque l'immunoglobuline M est positive qu'on a un risque d'avoir à ce moment même une infection aiguë. C'est-à-dire au moment même où l'on a fait le test, il y a une possibilité d'avoir le coronavirus à ce moment-là. Donc, il va falloir confirmer avec une PCR. C'est le test dont je vous ai parlé qui se fait par prélèvement nasal ou du pharynx pour confirmer si il existe un ADN du virus dans votre corps. C'est vraiment le test qui va permettre de déterminer, d'avoir une réponse définitive. Donc, pour cet algorithme, c'est vraiment pour orienter un petit peu. S'il n'y a aucun symptôme et sans aucun contact à risque, on fait quand même le test de dépistage. D'accord? C'est un test, comme je l'ai dit, qui se fait de manière gratuite pour tous les patients et pour tout le personnel d'ailleurs. À ce moment-là, ça dépendra du résultat. Si le résultat est négatif,
Donc, il n'y a pas eu d'immunité et il va falloir évaluer si vraiment il faut faire une PCR ou pas. Mais le résultat, c'est de suivre une activité normale. Si le patient, si le résultat montre que le patient est déjà immunisé, c'est bon, je pense qu'il n'y a vraiment aucune nécessité de faire la PCR pour confirmer qu'effectivement, il n'y a pas de coronavirus. Déjà, le test sérologique est suffisant. Alors, dans le cas où, effectivement, les immunoglobulines M sont positives, c'est là qu'on part vers la PCR. On part aussi vers la PCR lorsqu'il y a des symptômes ou un contact avec des cas positifs lors des derniers 7 à 21 jours. Donc là, on peut directement aller vers la PCR quand on est sûr d'avoir eu un contact avec une personne qui a eu une infection due au coronavirus. Et bien sûr, si c'est moins de 7 jours, c'est encore plus important de faire la PCR directement. Donc, c'est vraiment un stade aigu, une haute suspicion d'avoir vraiment un cas de coronavirus ou alors avoir des symptômes directement tels que fièvre, toux, diarrhée. C'est vrai qu'il y a des cas asymptomatiques. C'est pour ça que vraiment on offre de faire ce test de sérologie parce qu'on a vu qu'effectivement, même s'il n'y a aucun symptôme et les gens ne savent pas vraiment s'ils ont eu des contacts à risque ou pas, si vraiment la maladie peut être totalement asymptomatique, on a très bien pu être en contact avec quelqu'un qui présentait effectivement cette maladie de manière asymptomatique. Donc, le test des anticorps est vraiment important et on le fait de manière régulière chez nous et on l'offre aussi à nos patients. Donc, voilà, c'est un organigramme qui résume un petit peu et permet de bien organiser un petit peu les patients et les tests surtout à faire en fonction des symptômes, des contacts, etc. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour résumer, pour faire notre petite introduction. Donc là, on peut passer directement à la partie des questions, qui est la partie qui nous intéresse le plus aussi. Donc la première question, c'est bonjour, que se passe-t-il si nous commençons un traitement FIV, FIV donneuse, c'est ça, et que nous tombons malades du Covid avant le transfert? Alors, comme je l'ai dit auparavant, il n'y a vraiment aucun problème à continuer le traitement. Bien sûr, il va falloir prendre toutes les mesures, isoler les patients et vraiment prendre toutes les mesures pour pouvoir éviter tous les risques de contact et de contamination. Mais normalement, on arrive toujours jusqu'à la ponction pour ne pas perdre ce cycle. Maintenant, je parle des patients qui sont ici sur place. Après, pour les voyages, c'est vrai que peut-être que c'est un petit peu plus compliqué vu que le déplacement va être un petit peu plus limité. Donc, si le déplacement est limité et si en plus vous avez le coronavirus à ce moment-là, peut-être que ça va être plus compliqué. Si les embryons sont congelés, il n'y a vraiment aucun problème. À ce moment-là, au contraire, c'est beaucoup plus facile de s'organiser vu que les embryons sont déjà congelés. La seule chose à faire, c'est attendre de passer la quarantaine, attendre de passer la maladie, faire le test pour confirmer que vous n'êtes plus porteur de la maladie, c'est-à-dire que la sérologie est négative, la PCR aussi doit être négative et à ce moment-là, organiser, planifier le traitement pour transférer ces embryons qui sont congelés. Alors, bon, les embryons, alors on passe à la question suivante, donc ça j'ai déjà répondu. Peut-on se rendre en Espagne pour un traitement de FIV d'eau sans quarantaine actuellement? Les frontières sont-elles ouvertes? Alors, justement,
J'en parlais avec Karine, qui est là avec nous. Vous ne la voyez pas, mais elle est toujours là. C'est notre modératrice. Et donc, on a vérifié avant de commencer notre webinaire pour voir vraiment les dernières informations. Et c'est vrai que pour le moment, on parle d'ouvrir les frontières entre la France et l'Espagne, aussi le Portugal et l'Espagne, à partir du 22 juin. Mais le Premier ministre ou le président du gouvernement doit faire un discours le 21 juin et donc c'est là que vraiment tout va être confirmé. Pour le moment, les frontières ne sont pas ouvertes, mais on parle d'une possible réouverture à partir du 22 juin. Donc, et puis, pour le problème de la quarantaine, c'est vrai que cela va dépendre aussi du discours du 21 juin. On ne sait pas encore si on va maintenir cette quarantaine pour tous les voyageurs provenant de France ou en dehors de l'Espagne, ou si en faisant un certificat, en vous donnant un certificat comme quoi vous venez faire un traitement et qu'on vous fera tous les tests ici sur place, on vous laissera passer. Donc, on évitera peut-être cette quarantaine. Alors tout ça, c'est encore dans le flou. On en saura beaucoup plus à partir du 21 juin. Alors, question suivante. Est-ce que la quarantaine sera bien supprimée entre la France et l'Espagne au mois de juillet? Quels documents faut-il préparer pour passer la frontière? Voilà, c'est un petit peu, ça rejoint la question précédente. On en saura beaucoup plus à partir du 21 juin. Donc, si effectivement les frontières s'ouvrent à partir du 22 juin, effectivement, à partir du mois de juillet, on pourra vraiment se déplacer librement. C'est vrai que en voiture, pour les voyages par la route, ça va être plus facile parce qu'il y a certaines lignes aériennes qui vont peut-être vous demander des documents ou peut-être même instaurer obligatoirement la quarantaine avant de pouvoir prendre l'avion. Alors, nous n'en savons rien, ça dépend vraiment des lignes aériennes et des gouvernements, des institutions sanitaires, etc. Nous, en tout cas, tout ce qui va être dans notre possibilité, dans nos moyens, on va pouvoir vous offrir effectivement des documents, un certificat et vous faire également le test sur place. Après, c'est aux autorités de décider. Alors, question suivante. Je dois commencer mon traitement pour un TEC au prochain cycle. Comment faire pour obtenir le test Covid-19? Alors, quand elle vient chez nous, c'est fait. Alors, si effectivement vous venez chez nous, on peut également vous faire un certificat pour justifier votre déplacement chez nous. Il n'y a aucun problème. Vous pourrez venir et on vous fera le test sur place et dans moins de 24 heures, vous avez le résultat. Sinon, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas vraiment vous envoyer un kit pour le faire sur place. C'est un petit peu compliqué. On le fait avec une prise de sang, donc c'est compliqué de le faire à distance. Donc, ce serait vraiment venir le faire sur place. C'est le seul moyen. Ou bien de le faire, bien sûr, chez vous en France et de nous envoyer les résultats. Donc, c'est à vous de voir quelle est la solution la plus facile. Alors, la forte fièvre potentiellement liée au Covid ne serait-elle pas problématique après un transfert? Oui, justement, c'est ce que j'avais dit lors de mon introduction. C'est là d'ailleurs que j'avais un petit peu bloqué. C'était juste pour dire que la seule étape qu'on a dû annuler durant tout le confinement, c'est le transfert embryonnaire lorsqu'une patiente présentait une infection au Covid. Donc, on a pu faire tout le reste, c'est-à-dire la stimulation ovarienne, les ponctions ovariennes, les ponctions des donneuses, tout, sauf le transfert embryonnaire. Car effectivement, la fièvre, surtout lors du coronavirus, du Covid, on a vu que parfois la fièvre peut être très très forte et c'est vraiment un facteur de risque pour l'implantation. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment annulé tous les transferts lors d'une infection au coronavirus. Dans le cas d'un double don, si la receveuse est malade, les embryons seront-ils congelés? Alors oui, bien sûr, effectivement,
lors d'un double don, c'est vrai que c'est plus facile à organiser car toutes nos donneuses et nos donneurs vont être testés, bien sûr, vont être testés pour le coronavirus. Et comme la receveuse ne sera pas sur place au moment de la fécondation, c'est vraiment plus facile de faire tout ça sur place sans aucun problème. La seule chose, c'est que si la receveuse est confirmée porteuse du coronavirus ou infectée avec des symptômes, effectivement, on va congeler tous les embryons pour ne pas faire un transfert lorsque la patiente est encore malade. Donc, ça rejoint un petit peu le point précédent, c'est que la fièvre est un facteur de risque et nous ne faisons pas de transfert lorsqu'il y a une infection confirmée du coronavirus. Alors, vous nous tiendrez informés des ouvertures des frontières? Oui, bien sûr. Alors, dès qu'on aura des confirmations officielles, hein, parce que bien sûr, sur Internet, on peut trouver toutes sortes d'informations, ça peut être des fake news. Donc là, vraiment, on va attendre de voir le discours, l'information officielle du gouvernement pour pouvoir vous donner les informations les plus fiables. Donc, bien sûr, on vous maintiendra au courant de tout, absolument tout. Est-ce que toutes les patientes doivent être testées avant de faire la FIV d'eau? Oui, alors c'est notre protocole, c'est la clinique qui a décidé d'instaurer ce protocole et c'est aussi pour être plus sûr, pour avoir vraiment un risque le plus faible possible de transmission, que ce soit transmission du personnel aux patients, mais aussi des patients au personnel. Il faut aussi qu'on nous protège. Donc, toutes les patientes vont être testées chez nous, ici à la clinique, de manière gratuite. Alors, la question suivante, est-ce qu'on peut venir du Maroc pour une FIV don maintenant et c'est quoi la procédure? Alors, bien sûr, dès que la réouverture des frontières entre le Maroc et l'Espagne se fera, il n'y aura aucun problème à venir, que ce soit du Maroc, de la France, de n'importe quel pays. Mais bien sûr, pour connaître la procédure, vu que ce n'est pas vraiment le sujet de notre webinaire aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notre mail sur l'écran et nous vous indiquerons toutes les procédures à suivre pour faire une FIV avec donneuse. Et bien sûr, une fois que la frontière sera réouverte, il n'y aura aucun problème pour venir. Et la même chose, hein, vous ferez les tests sur place pour le coronavirus. Alors, pour la question suivante, bonjour. Aurez-vous des hôtels qui respectent scrupuleusement les normes d'hygiène à nous conseiller pour le séjour sur place? Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'ici, en Espagne, ça a été quand même l'un des pays européens les plus touchés. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment pris au sérieux. Donc, tous les hôtels, la restauration, tous ces services sont vraiment contrôlés par la loi et doivent être obligés de suivre des mesures d'hygiène, des normes d'hygiène très strictes. Donc, n'ayez aucune crainte. Vraiment, l'Espagne a mis en place des protocoles à niveau national et nous avons effectivement des hôtels, des appartements avec lesquels nous avons l'habitude de travailler et qui nous certifient que les normes d'hygiène sont respectées et qui font la désinfection de manière quotidienne. Alors, pour la question suivante, bonjour docteur, à partir de quel âge la FIV est arrêtée dans votre clinique? Bon, alors ça, c'est une question voilà, qui n'est pas vraiment en rapport avec le sujet d'aujourd'hui, qui est le Covid-19. Mais bon, juste à titre informatif, c'est vraiment une évaluation du cas que les médecins font. C'est-à-dire qu'on ne va pas généraliser, il va falloir aller du cas au cas, cas par cas, pardon, et individualiser tous les traitements. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien connaître l'histoire clinique, de faire tous les bilans, toutes les études avant de pouvoir décider de poursuivre avec un traitement de FIV ou de changer de traitement. Donc, c'est vrai que dans la sécurité sociale, il y a une limite d'âge. Dans les cliniques privées, il n'y a pas de limite d'âge obligatoire.
Et donc, il va falloir vraiment voir, étudier le cas. Donc, pour cela, n'hésitez pas à nous contacter encore une fois par email. Vous avez notre email à l'écran pour avoir toutes les informations pour les démarches à suivre. Alors, autre question, est-ce que le port du masque est-il obligatoire? Alors oui, apparemment, c'est devenu obligatoire. Le port du masque est obligatoire en Espagne pour le moment. Donc dans les transports publics, dans les lieux publics en général, le port du masque est obligatoire. Alors, dans notre clinique, effectivement, on porte des masques, surtout lorsqu'on doit examiner la patiente. Le port du masque et des gants est obligatoire. Donc, oui. Alors, la question suivante, je ne connais pas bien votre clinique, la seule que je connais, c'est Ivy. Est-ce que vous faites partie de leur groupe? Alors non, c'est un groupe complètement différent et si vous voulez en savoir plus sur notre clinique, n'hésitez pas à vous connecter et à visiter notre page web, c'est IVF, IVF Life. Question suivante. En France, l'hôpital où j'ai mes embryons est fermé. Je ne sais pas jusqu'à quand et après ouverture, je pense que la procédure est longue. Est-ce que c'est possible de venir suivre mon traitement là-bas et avoir des embryons pour pouvoir continuer? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Si vous ne voulez pas attendre que votre hôpital ouvre, si vous ne voulez pas attendre parce que les procédures vont être trop longues et venir en Espagne et refaire tout le traitement, c'est-à-dire générer de nouveaux embryons, bien sûr, il n'y a absolument aucun problème. Maintenant, si la question est, est-ce que vous pouvez transférer vos embryons qui sont congelés en France en Espagne pour pouvoir faire le transfert embryonnaire en Espagne? Bien sûr, c'est possible aussi. Maintenant, la seule chose, c'est qu'on ne sait pas effectivement combien de temps cela peut durer. Si entre la réouverture de l'hôpital, l'organisation entre les deux laboratoires, car ce sont les deux laboratoires qui doivent s'organiser pour transférer les embryons, car il y a des mesures à prendre, des mesures d'hygiène, des mesures de transport dans les tanks avec l'azote liquide. Donc tout ça, c'est vraiment une organisation qui normalement se fait de manière assez rapide, mais avec les conditions actuelles, je ne peux pas vous garantir vraiment le temps que cela peut prendre. Donc, si c'est pour venir faire un traitement en entier de zéro pour vous générer des embryons ici en Espagne et les transférer ici, il n'y a absolument aucun problème. On revient un petit peu vers la question du début, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va réouvrir les frontières. On va dépendre de ça. Si c'est pour transférer vos embryons congelés d'un hôpital en France vers chez nous, ça peut être un peu plus compliqué dans le sens où ça peut prendre peut-être un peu plus de temps. Donc voilà. Pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à nous poser. Est-ce que la situation sera plus facile en octobre? Alors oui, effectivement, je ne sais pas, je ne peux pas voir le futur exactement avec précision, mais je pense que oui, il serait logique de penser que plus on laissera passer le temps, plus on retournera vers une certaine normalité, ou ce qu'on appelle ici en Espagne la nouvelle normalité. Donc je pense que vers octobre, fin octobre, ce sera beaucoup plus facile de se déplacer et de pouvoir faire tous les traitements sans problème. J'ai une question qui est en anglais. Je vais essayer de la traduire. Est-ce que, alors j'aimerais savoir comment vous allez prendre soin de ma fertilité parce que j'ai des fibromes utérins. J'ai 43 ans. Et c'est la première fois que je prends contact avec vous. Donc, je suis désolée d'écrire en anglais. Alors, bon, j'avais l'impression que ce serait plus une consultation. Donc, je suis désolée, je réponds en français parce qu'on est dans un meeting, dans un webinaire français. Donc, si vous avez envie de nous contacter,
n'hésitez pas à nous envoyer un email, ce sera beaucoup plus facile. Et nous avons aussi des médecins qui parlent anglais et il nous faudra aussi beaucoup plus de détails pour bien évaluer votre cas. Je peux le dire en anglais. If you want to have more information about your case, you can write an email to the address email you have in your screen and we can contact you. Alors, question suivante, parlez-nous s'il vous plaît de votre clinique, je ne la connais pas, taux de réussite, FIV, don. Là aussi, on est un petit peu hors sujet, vu que le sujet, c'était surtout le coronavirus. Donc, vous pouvez aller sur notre page web et avoir toutes ces informations et n'hésitez pas à nous contacter directement par mail si vous avez envie d'avoir plus d'informations et plus de détails. Question suivante, docteur, vous allez faire le 12 et 13 juin des consultations en ligne. Comment peut-on décrire notre cas? Merci beaucoup de votre réponse. Alors, si vous avez pris rendez-vous, déjà, il faut savoir que les rendez-vous, les agendas se remplissent très vite, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous le plus tôt possible. D'ailleurs, Karine me dit que c'est déjà assez complet, donc vraiment, il va falloir faire très, très vite. Et pour décrire votre cas, nous enverrons un formulaire à remplir avec des questions et des réponses. Donc, n'ayez pas crainte, on vous guidera un petit peu pour en savoir plus sur votre cas. Donc, il va falloir juste remplir le formulaire et cela va nous aider à en savoir plus sur votre cas. Je me permets d'intervenir. Oui. C'est parce que si vous n'avez pas encore pris rendez-vous, je sais que le 12 et le 13 juin en ligne, et d'ailleurs l'inscription est fermée parce que nous sommes complets. Par contre, c'est vrai que le docteur Meski est également en consultation le week-end du 10 et 11 juillet. Et là, par contre, les inscriptions sont ouvertes. Donc, à partir du moment où vous confirmez à votre coordinatrice que vous confirmez le rendez-vous, c'est elle qui fera en sorte de préparer ce rendez-vous avec vous en vous envoyant le dossier médical à remplir avant la consultation. Voilà. Très bien. Merci, Karine. Alors, la question suivante. Est-ce qu'il y a besoin de montrer un résultat de test négatif au Covid pour pouvoir prendre l'avion de la France à l'Espagne? Quels documents faut-il montrer? Cela m'inquiète car ce serait dommage de ne pas pouvoir venir après avoir fini la stimulation. Alors, c'est vrai que c'est une question assez délicate car nous n'en savons pas grand-chose, à vrai dire. Ça dépend vraiment des lignes aériennes. Il y a certaines lignes qui obligent à montrer effectivement un document, un certificat qui montre que vous êtes Covid-free, c'est-à-dire test négatif au coronavirus. Maintenant, est-ce que cela va se poursuivre au-delà du 21 juin? Je ne sais pas. Est-ce que cela est valable pour toutes les lignes aériennes? Je ne sais pas non plus. Le document à montrer, si vous faites le test chez nous, nous vous procurons tous les documents nécessaires, un certificat avec votre test sans aucun problème. Maintenant, j'imagine que si vous faites le test en France, le simple fait d'avoir votre résultat peut être suffisant. De toute façon, on ne commence pas les stimulations avant d'en savoir plus. Voilà, alors effectivement, comme a dit Karine, nous n'allons pas commencer les stimulations avant d'en savoir plus sur la situation. D'accord? Alors, la question suivante. Risque-t-on d'avoir beaucoup d'attentes pour un TEC après la réouverture des frontières du fait du retour massif des patientes? Alors, effectivement, c'est vrai qu'on va avoir une vague de patientes, mais je ne pense pas qu'il y ait une liste d'attente. Il va falloir que nous nous organisons un petit peu, mais je ne pense pas qu'il y ait une grande attente pour faire un transfert d'embryon congelé sans problème. Pensez-vous qu'il y aura une seconde vague en Espagne? Alors ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Je ne sais pas, je ne pense pas avoir l'information nécessaire pour pouvoir répondre avec précision. Je ne veux pas non plus vous donner des fausses informations. C'est vrai qu'on parle souvent
d'une rechute en octobre, novembre avec le froid, comme la grippe. En fait, c'est vraiment, on essaie de faire un petit peu des simulations avec ce qui s'est passé pour la grippe. Mais on n'en sait rien réellement, on ne sait pas. D'ici là, peut-être qu'il y aura un vaccin, on n'a pas assez d'informations pour pouvoir répondre à cette question de façon définitive. Donc, c'est possible. Si c'est le cas, ben, on sera en tout cas beaucoup mieux préparé que la première fois. Car cette fois, on a déjà cette expérience du confinement, les mesures d'hygiène vont se poursuivre. Ce sera vraiment beaucoup plus facile. C'est le problème qui s'est passé là, c'est que ça nous a pris par surprise, même si c'est vrai qu'il y avait déjà eu le cas de la Chine et de la Corée, du Japon, de l'Italie, mais quand même personne n'imaginait que ça allait atteindre ces niveaux-là. Donc ça nous a quand même pris par surprise. S'il y a une deuxième vague, on ne va pas être aussi surpris, ça ne va pas nous surprendre comme la première fois. Donc, on sera bien préparé. Donc voilà, ça c'était pour la dernière question. Nous allons attendre un petit peu pour voir si vous avez d'autres questions à ce sujet-là. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que lorsque j'ai parlé au tout début du risque de la transmission verticale, c'est vrai qu'au départ, il y avait cette idée du risque de pouvoir qu'une femme enceinte qui tombe malade, qui est le Covid, puisse transmettre la maladie à son enfant. Parce que le cas du SARS avait ce risque-là. Le SARS dont j'ai parlé, c'est le syndrome respiratoire aigu sévère, qui est aussi une sorte de coronavirus qui s'est vu il y a quelques années. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une transmission verticale. C'est ce qu'on appelle verticale, car elle part de la mère, elle traverse le placenta et va vers l'enfant. Mais dans le coronavirus, il n'y a pas de transmission verticale à cause de ce que je vous ai dit, des récepteurs, des membranes, de l'enzyme de conversion. Donc, il faut aussi savoir, à part ça, il faut savoir que les femmes qui sont enceintes et qui s'infectent n'ont aussi aucun risque c'est-à-dire une infection par coronavirus chez une femme enceinte ne va présenter aucun risque de malformation chez l'enfant, comme par exemple c'est le cas de la rubéole ou de la toxoplasmose. Ce sont des maladies qui peuvent générer des malformations chez l'enfant lorsque la femme enceinte est atteinte au deuxième trimestre. Donc là, il faut savoir que vraiment le coronavirus ne présente aucun risque de provoquer des malformations chez les femmes enceintes au deuxième ou au troisième trimestre. Et aussi savoir qu'une femme enceinte ne va pas avoir plus de probabilité d'avoir l'infection du coronavirus. C'est-à-dire qu'une femme enceinte ne va pas être affaiblie par son état de grossesse et donc ne va pas être plus susceptible à avoir le coronavirus. Donc, nous allons voir la question qu'on nous pose. Pourquoi certains nouveau-nés ont-ils alors été contaminés, même si le taux de contamination est faible? Alors, les nouveau-nés contaminés sont souvent dus à des contaminations périnatales, c'est-à-dire lors de l'accouchement. Si les mesures d'hygiène ne sont pas bien respectées, si le personnel ne respecte pas bien toutes les mesures d'hygiène et l'enfant passe donc par le vagin lors de l'accouchement, à ce moment-là, il y a un risque effectivement. C'est le risque que la femme, si elle s'approche pour voir son enfant, qu'à ce moment-là, elle tousse, ou alors qu'elle le touche alors qu'elle venait de se toucher le visage, effectivement, il y a un risque. Ou si alors le personnel qui prend l'enfant avait pris la main de la femme qui s'était effectivement touché le visage auparavant et ensuite, donc, ce personnel qui a touché la main et a pris l'enfant va forcément lui transmettre
le virus. Donc, c'est vraiment des causes externes, ce n'est pas à travers le placenta. Donc, quand je parle de contamination verticale, c'est vraiment à travers le placenta, comme c'est le cas de beaucoup de maladies comme la rubéole, la toxoplasmose, le VIH. Vraiment, il y a beaucoup de virus qui traversent la barrière placentaire et infectent lorsque l'enfant est encore au sein de l'utérus. Donc, c'est ça la transmission verticale. Mais lorsqu'on a des nouveau-nés atteints, c'est très souvent par manque d'hygiène, par manque de précaution et c'est des transmissions périnatales. Voilà, alors ça c'était pour la question qui nous restait, qu'on venait de nous poser. Si vous n'avez pas plus de questions et tout est clair, on peut donc penser qu'il n'y a plus de doute à ce sujet-là. De toute façon, comme je vous ai dit, on va vraiment dépendre du discours du chef de gouvernement, du Premier ministre après le 21 juin. Donc vraiment, on pourra vous en dire beaucoup plus, on vous tiendra au courant, n'ayez pas peur, vraiment on sera là, on vous donnera toutes les informations et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter à nous envoyer des emails, et à nous appeler, à nous envoyer des messages sans problème. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. C'est vrai que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé, on est même peut-être un petit peu saturé de ce sujet, mais c'était important pour nous de vous transmettre une certaine sécurité et aussi de vous rappeler un petit peu toutes les mesures qu'on a prises au sein de la clinique, de savoir qu'ici, on a pris vraiment les choses très au sérieux, qu'il y a des protocoles que nous avons instaurés, mais aussi des protocoles que la SEF, qui est la Société espagnole de fertilité, a aussi exigé. Donc, on respecte tous les protocoles imposés par toutes les organisations de fertilité et de gynécologie, mais aussi on a pris des mesures propres à nos cliniques. Merci à vous et bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.